Alors, nous sommes ici à l'intérieur de la cathédrale, dans la chapelle qui se trouve juste à droite en entrant. Ça s'appelle la chapelle des Maccabées. Dans la théologie catholique, les Maccabées sont les morts. C'est une chapelle funéraire construite pour une des princesses du Midi de la France à l'époque. C'est le seul endroit de la cathédrale qui a été restauré dans ses couleurs d'origine, parce que les cathédrales, bien sûr, étaient remplies de couleurs et d'images. Mais pour les réformés, ces images, des sculptures ou des tableaux, étaient devenus des idoles, des objets d'idolâtrie. Et c'est pour ça qu'ils avaient tendance à tout détruire. Les historiens de l'art ne les aiment pas. Et c'est ce qu'on a fait avec des vitraux des églises et des cathédrales. Et puis, ici en Suisse protestante, les vitraux avec images et couleurs n'ont pas été remis aux églises jusqu'à la fin du 19e siècle. Et on voit, d'après le style de l'art, que c'est plutôt de cette époque ou du début du 20e que ces images datent. Ici, on se trouve écrit en haut de la chaire la devise de Genève que Calvin a donnée à la ville, « Post tenebras lux », après les ténèbres, lumière. Parce que pour Calvin, les ténèbres sont revenues s'installer à Genève après la première arrivée de l'Évangile. Genève est retombée dans les ténèbres, mais après ces ténèbres, la lumière de l'Évangile est revenue pour éclater ici à Genève. Et c'est pour cela que les protestants francophones appelaient Genève la ville sur une colline qui rayonnait partout en Europe. Mais parlons un peu des enseignements de Calvin qui ont marqué les nations. Comme j'ai dit, ce n'est pas seulement ses enseignements ou son système théologique, mais il a développé une théologie de l'importance de l'individu aux yeux de Dieu, qui était tout à fait révolutionnaire à l'époque. Parce que l'Europe, au XVIe siècle, était encore une société de groupes. Comme beaucoup de peuples traditionnels aujourd'hui, c'est le groupe qui décide, c'est le groupe qui est l'autorité. Un individu ne peut pas décider ce qui est important tout seul, comme son mariage, son métier, sa profession. Ça, c'est une décision de groupe, ou plutôt par les aînés du groupe. Ce n'est pas à n'importe quelle personne de décider pour lui. Un signe de cela, c'est que nos noms de famille sont souvent des noms qui se réfèrent à un lieu, le lieu d'origine de nos familles, ou au métier. Mon nom, c'est Blumer, B-L-U-M-E-R, et on était jardinier pour la petite noblesse, paraît-il. Il y a des Bauert, des Smith, tous ces noms de métiers qu'on a dans toutes nos langues européennes. Donc on avait un prénom, mais notre identité, c'était dans un groupe, et on était de ce groupe-là. Et c'est pour cela que Calvin, en insistant sur l'importance de l'individu, est vu comme le papa de l'individualisme occidental. Bon, nous savons maintenant que nous avons pris cette idée et nous l'avons poussée beaucoup trop loin. Et maintenant, notre tâche, c'est de redécouvrir ce que c'est la vraie communauté. Ce n'est pas évident après des siècles d'individualisme. Mais en partant de cette pensée de l'importance dans les yeux de Dieu de chaque personne, l'étape suivante, c'est que chaque personne va se trouver un jour devant ce trône du jugement.
Et chaque personne va devoir rendre des comptes à Dieu de sa vie entière, de toute sa vie, de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il n'a pas fait. Et Calvin a prêché, il a dit, c'est pas ton prêtre qui va être là avec toi, c'est pas ton église, c'est pas ton mari si tu es une femme, c'est toi et toi seul. Et pour cela, il faut que tu prennes au sérieux tes responsabilités devant Dieu. Tu ne peux pas les remettre sur quelqu'un d'autre. Calvin était la première personne dans l'histoire, par exemple, qui a parlé de l'importance d'une minute. Il a dit, tu es responsable pour chaque minute de vie que Dieu te donne et il va te demander des comptes. C'est certainement la faute de Calvin que nous, en Suisse, on est obsédés par le temps et les horloges. Moi, quand je suis dans un autre pays, je regarde autour et me dis, mais quelle heure est-il? Où sont les horloges? Mais c'est cette responsabilité devant Dieu qui est au cœur du calvinisme. Et Calvin a dit, donc ça veut dire que ton travail est important devant Dieu. Il avait développé toute une théologie de l'importance du travail qui est très profond, beaucoup plus profond de ce qu'on entend aujourd'hui. Il a dit, ton travail, c'est ton adoration. Si tu es horloger, si tu es pêcheur sur le lac, si tu es dans l'agriculture, c'est ton appel devant Dieu et c'est ton adoration. Et c'est aussi important aux yeux de Dieu que le ministère d'un pasteur, que le ministère de la parole ou de la prière. Il n'y a aucun métier qui est plus saint ou plus important qu'un autre. Ils sont tous importants aux yeux de Dieu. Et c'était un message révolutionnaire pour l'époque, parce que l'Église catholique avait hiérarchisé tous les métiers, toutes les professions, pour dire que certains étaient plus saints, comme les contemplatifs, ceux qui passaient leur vie dans la prière. Après cela, c'était des prêtres de paroisse. Après cela, il y avait toute une hiérarchie de métiers. Mais Calvin a dit non. Chaque métier, chaque profession est un appel de Dieu. Si tu as des dons pour faire ton métier, ça veut dire que ce sont les dons du Saint-Esprit, qui sont du Saint-Esprit au même titre que la liste des dons en 1 Corinthiens 14. Donc, tu dois travailler bien, tu dois travailler fort, tu dois travailler avec beaucoup d'intégrité. Et ce travail suisse de précision, ce qui fait qu'on vend toujours des outils très perfectionnés en Allemagne, c'est venu de la Réforme. Et certains disent qu'une des grandes différences que la Réforme a faites ici, c'est que ceux de ce côté du lac ont décidé de travailler mieux que ceux de l'autre côté qui n'avaient pas eu la Réforme. Ça me rappelle l'observation que je l'ai eue dernièrement sur Roger Federer. La personne a dit, nous aimons Roger Federer parce qu'il est l'exemplaire des vertus suisses. Le travail dur, l'intégrité, la politesse, la modestie. Mais la question pour l'avenir, c'est pas combien longtemps Roger Federer va garder ses qualités. La question, c'est combien longtemps la Suisse va garder les qualités de Roger Federer. Ce qui est une très bonne question. Pour l'instant, nous avons conservé la place du travail bien fait dans notre culture. C'est toujours là, mais ça ne peut pas durer. On est en train de balancer le reste de notre héritage chrétien par la fenêtre aussi rapidement que possible. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que les bénédictions de cet héritage restent avec nous. Avec cet enseignement sur l'importance du travail, Calvin a aussi enseigné la nécessité de l'éducation de chaque enfant. Parce qu'il a dit,
Il n'y a aucun intermédiaire entre toi et Dieu. Donc, c'est pour ça, tu seras seul devant ce trône. Il n'y aura pas une doctrine, une pratique, une cérémonie comme la messe, un prêtre, un pape. Non, 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 il n'y a que toi. Aucun médiateur. Et le seul médiateur, c'était Jésus-Christ et son sacrifice sur la croix une fois, pas tous les dimanches à la messe. Donc, c'est à toi, parce que tu seras seul, tu dois devoir connaître la parole de Dieu. Donc, tu dois savoir lire et étudier et comprendre la parole de Dieu. Et c'était ça le moteur derrière l'insistance des réformés de la nécessité que chaque enfant sache lire. Et de cela découlait la conclusion suivante. Si tu as une relation avec Dieu, tu as fait une rencontre avec Dieu, tu connais sa parole, ça veut dire que tu dois pouvoir aider, participer dans les décisions concernant ta ville, ta nation. Tu dois pouvoir voter. Donc, notre démocratie moderne vient de Genève, de Calvin, pas d'Athènes. À Athènes, ils n'ont jamais eu une démocratie. Les femmes ne pouvaient jamais voter et jusqu'à 80% de la population, à certains moments, étaient des esclaves sans le droit de vote. Alors, si tu as un pays où la petite minorité masculine et fortunée peut voter, pour moi, ce n'est pas une démocratie. Ce n'est pas Athènes, c'est Genève. Et les femmes pouvaient participer aussi dans les votes à certains niveaux. Leur organisation ici était très complexe. Je n'ai pas tout compris et ça a évolué avec le temps. Donc, je n'ai même pas essayé. Mais c'est clair et net que les femmes avaient leur place dans la Genève politique. Et Calvin était aussi convaincu, comme corollaire, que nous sommes tous pécheurs et nous allons pécher parce que nous sommes pécheurs. Et Calvin avait vécu à Paris même sous ce roi méchant qui avait tout le pouvoir concentré en sa personne. Je partageais un tout petit peu avec sa famille, ses nobles et tout ça, mais c'était le pouvoir centralisé, sans contrôle, sans redevabilité. Et pour Calvin, c'était une source du plus grand mal, parce que il disait tout le temps, nous sommes pécheurs, nous allons pécher. Donc, il a imaginé ce système politique de garde-fou contre le péché destructeur. J'aime beaucoup cette expression française, garde-fou, parce qu'il faut que les fous soient empêchés de faire des dégâts. C'est comme des barrières autour d'un bateau, des garde-fous. Et bien sûr, c'est le système de pouvoir diffusé. Et Calvin a pris cette vieille idée suisse d'un gouvernement central faible, pouvoir partager avec les cantons et avec les municipalités et avec le peuple. Et il a institutionnalisé et a donné tout cela à une théologie. Et on a maintenant le système de fédéralisme que moi je trouve est le meilleur dans le monde. C'est le seul à pouvoir diffuser le pouvoir et à pouvoir nous protéger des dictatures. Et c'est le seul à pouvoir régler des questions d'unité et de diversité. Et c'est le grand dilemme de chaque nation dans le monde aujourd'hui. Comment gérer l'université et la diversité dans leur nation? Le fédéralisme, c'est notre solution. Et le système fédéraliste suisse a été importé aux USA par un jeune Genevois, un jeune homme de 19 ans qui s'appelait Albert Gallatin, qui avait fait ses années d'école dans l'Académie de Genève, ici,
l'école construite en 1559 par les citoyens et qui subsiste encore aujourd'hui. Ça fait partie du système d'école de Genève. Il a fait sa formation ici, et puis il est parti aux USA, il est devenu secrétaire de Thomas Jefferson. C'est lui qui aurait écrit une partie de la déclaration de l'indépendance, et il a insisté avec Hamilton sur l'idée d'une banque centrale qui ne s'endette pas. Et il aurait été la voie qui a encouragé le système fédéraliste pour cette nouvelle nation faite de petits États qu'on appelait colonies, mais très, très différentes les unes des autres. Et on a instauré ce système fédéraliste avec le pouvoir centralisé très faible aux USA. Mais la tendance est toujours vers une centralisation du pouvoir. C'est ce qu'on voit aux USA, c'est terrifiant. Et c'est ce qu'on voit même en Suisse. Il y a beaucoup de politiques suisses qui disent « Oui, je suis fédéraliste, mais… » Et la phrase suivante, c'est toujours « Il faut donner davantage de pouvoir au gouvernement fédéral et aux gouvernements cantonaux au déprimant des municipalités. » Mais encore en Suisse, quand on parle du souverain, on parle du peuple. Quand on fait une votation, et nous, on aime beaucoup voter, c'est pour ça qu'on vote toutes les quelques semaines, et les journalistes ont encore gardé l'habitude de dire « le souverain a décidé ». Ça veut dire que le peuple a voté d'une certaine manière. Donc, moi, je crois que le fédéralisme, c'est un des plus grands dons rédempteurs que la Suisse peut donner aux nations. Et je voudrais bien que toutes les nations puissent adopter une sorte de système fédéraliste pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Donc, Calvin, depuis cette petite colline, a enseigné les nations l'importance de l'individu, parce qu'il y a beaucoup d'abus quand le groupe décide pour tout le monde. L'éducation universelle, les clés de la prospérité économique, c'est-à-dire le travail dur et honnête, un système où les pouvoirs sont diffusés, et aussi la démocratie directe, enfin, la démocratie fédéraliste. Donc, ces trois enseignements fondamentaux sont venus tous par Calvin et par ses disciples et ceux qui l'ont suivi pendant des siècles.